des manifestations de soutien pour le Hirak à Montréal. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Qadi Hassan, économiste, diplômé de l'Université d'Alger, militant politique et défenseur des droits fondamentaux. Il a été des premières luttes pour les droits humains en Algérie dès les années 70, notamment dans le mouvement syndical étudiant, mais aussi dans les mouvements d'extrême gauche, dans la clandestinité. Il a fait partie aussi du mouvement des journalistes algériens à la fin des années 80. Et par la suite, il a continué son combat politique à travers son engagement journalistique, à la fois dans les médias privés, mais aussi publics. Depuis plusieurs années, il est à l'avant-garde de la scène médiatique, notamment en étant actionnaire, mais aussi fondateur du groupe Interface Média, dont fait partie Maghreb Émergent et Radio M. Donc, Qadi Hassan, merci d'avoir accepté notre invitation. Grand plaisir. Le grand plaisir de retrouver la communauté des amis du Québec et du Canada. Vraiment grand plaisir. Et donc, on va commencer avec une courte présentation sur la situation générale du Hirak en Algérie. Et après, on ouvrira sur des questions plus précises. Oui. Alors, je ne sais pas si vous avez eu l'intitulé de cette courte présentation. J'ai proposé de l'appeler Algérie, le scénario vertueux est mort, le scénario du pire est-il viable? C'est une question un peu provocatrice qui appelle des explications. Alors, le scénario vertueux, nous parlons évidemment d'un scénario où le mouvement populaire du 22 février aurait réalisé un agenda révolutionnaire intégral. C'est ce que j'appelle le scénario vertueux. Il aurait signifié que le mouvement populaire, après s'être débarrassé du 5e mandat d'Abdelaziz Bouteflika, se serait aussi emparé du pilotage de la phase de transition. S'emparer du pilotage de la phase de transition, c'est pas nécessairement la piloter tout seul, c'est au moins la copiloter avec ce qui reste le dépositaire du système algérien, l'ANP. Et cette idée d'une transition concertée, d'une transition copilotée par le mouvement populaire et par l'armée, c'est ce qui est un peu ressorti à travers les propositions qui ont été faites durant une partie de l'année 2019 par les différentes initiatives de résolution de la crise. Je peux citer notamment la plateforme du 15 juin de la société civile, la conférence de la société civile, la plateforme du 26 juin des propositions du PAD, et dans une variante différente quand même, la proposition de faire une élection ouverte qu'a soutenu le processus de El Benyan du 6 juillet, une élection présidentielle ouverte qui serait le point de départ d'une transition par la suite. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit un aéropage de personnalités qui dirige la transition, ce serait un président de la République librement élu selon des règles, changement de la loi électorale, commission indépendante pour choisir, pour superviser les élections, etc. Très bien. Ce scénario, on peut considérer que, moi j'ai dit il est mort, on peut considérer qu'il est mort le 12-12. Pourquoi? Parce que l'armée, le pouvoir, et son incarnation pendant cette transition, pendant cette période-là, le chef d'état-major Ahmed Gaïd Saleh, a décidé de garder la main sur cette transition, de ne rien lâcher sur cette transition et de la conduire lui-même. Mais de la conduire non pas vers une deuxième Algérie, vers une refonte des institutions, une rupture avec l'ancien système, mais la conduire vers la relégitimation du même système. Bien, alors je dis ce scénario est mort, mais il est mort par étapes et il n'est pas, on va dire son échec n'est pas un échec intégral. Pourquoi? Parce que certes, le mouvement populaire n'a pas réussi à, par exemple, mettre en place une feuille de route à la tunisienne. La feuille de route à la tunisienne, c'est la souveraineté revient au peuple et on passe par
l'élection d'une assemblée constituante. C'est un scénario qui était soutenu par une partie de ceux qui portaient la transition durant cette période-là, avec la variante, les deux variantes, aéropage pour piloter le pays au niveau de l'instance présidentielle et créer une nouvelle constitution avec une assemblée qui le ferait au nom du peuple. Alors, ce scénario n'a pas pu se mettre en place, mais il a fait avancer des idées et il a obligé, en fait, il a contraint le pouvoir au-delà du 4 juillet, date qui était prévue pour l'élection présidentielle bis. Il a obligé le pouvoir à changer de registre et à devenir répressif. Changer de registre, devenir répressif, en fait, ouvrir une feuille de route qui n'était plus une feuille de route de dialogue, qui n'était plus une feuille de route qui laissait la possibilité de copiloter une transition, mais une feuille de route, en fait, clairement, qui ne permettait que de consolider le système. 2 secondes, hein. Il y a une source de bruit que je vais éliminer. Quand je dis donc que le scénario vertueux à la tunisienne, pour aller vite, je dis à la tunisienne, est mort, il ne s'est pas réalisé, il a, dans sa chute, entre guillemets, abîmé le scénario d'en face. D'abord, il a décrédibilisé l'élection présidentielle, complètement. Il a réussi, bon, il y a certains ténors qui ont quand même été, ténors de la classe politique, qui se voulaient faire partie de l'opposition, je pense notamment à Ali Benflis. Mais de manière générale, on peut dire qu'il a réussi à faire en sorte que l'élection présidentielle soit très, très handicapée en termes de légitimité, de taux de participation, la façon dont la campagne ne s'est pas tenue, la façon dont le débat n'a pas eu lieu, les thématiques, etc. Et il s'est poursuivi après pour montrer que les Algériens n'acceptaient pas le mandat de Al-Majid Tebboune et considéraient que c'était l'armée qu'il avait intronisée, c'était le mot d'ordre dominant du Hirak au-delà du 12-12 et il était extrêmement fort, extrêmement prégnant jusqu'au bout, jusqu'au dernier samedi de la dernière marche. Tebboune Makash Sharia, c'est le mot d'ordre dominant à côté de celui de Doula Madaniya, Machid Doula Askariya. Donc voilà, c'est un scénario qui ne s'est pas réalisé. On peut rentrer tout à l'heure dans le débat sur savoir est-ce que c'est juste parce que le pouvoir a choisi de se s'arc-bouter sur sa feuille de route et de ne pas partager, de ne pas ouvrir une période de transition et de partager le pilotage de cette période de transition avec le mouvement populaire, ou est-ce que dans les choix du mouvement populaire, il y a eu des fausses pistes, des erreurs tactiques qui ont fait qu'on en soit arrivé là. Alors pour autant, est-ce que le fait que ce scénario vertueux ne se soit pas réalisé et que je dise de lui qu'il est mort, qu'il est derrière nous, est-ce que pour autant c'est le scénario du pire qui va réussir? Ce serait quoi le scénario du pire? Le scénario du pire, ce serait que le pouvoir se considère comme ayant réussi une première étape, redonner de la, entre guillemets, l'égalité à l'institution présidentielle en y mettant quelqu'un sous couvert de passage par les urnes, reprendre en main un processus institutionnel comme il est en train de le faire, et surtout continuer à ne rien céder à aucune étape de cette relégitimation supposée et de cette reconstruction entre guillemets institutionnelle supposée. Et la question c'est aujourd'hui, est-ce que faire une constitution qui serait adoptée par le Parlement de Abdelaziz Bouteflika, qui aurait lieu, qui serait adoubée, plébiscitée par un référendum très largement et très probablement boycotté par les Algériens, qui se mettrait en œuvre selon, en gros, le même schéma d'hyperprésidentialisme qui a prévalu durant les années Bouteflika et auparavant. Est-ce que ce schéma-là, en fait,
qui est un schéma de retour à l'avant 22 février, est un schéma viable que le pouvoir, le système actuel, après une année et demie de mouvement populaire, est en mesure de mettre en œuvre. Donc, autant je dis scénario vertueux est mort, autant je dis le scénario du pire, donc le scénario de la restauration autoritaire, autocratique et hyper présidentielle, est un scénario qui n'est pas viable. Et il n'est pas viable pour, on va dire, 3 grandes raisons. Et je termine sur cela. Il n'est pas viable, tout d'abord, parce que le mouvement populaire n'a pas subi de défaite majeure depuis le 22 février 2019. Il a préservé l'essentiel de sa combativité. Bon, vous allez sur les réseaux sociaux, Saïd Salhi, tout à l'heure, il a mis en ligne l'information sur laquelle il y a 2 activistes de Bdjaya qui vont être présentés demain pour leur publication sur Facebook. Il pleut des convocations tout le temps. Tout à l'heure, j'étais avec Faudel Boumala qui va repasser, mais lui, c'est en appel pour son procès. Et c'est comme ça. Il y a une vague de répression à travers le pays. Les journalistes ne travaillent plus comme auparavant. Il y a un climat de répression qui a touché les internautes et les activistes, mais qui n'a pas entamé. On ne peut pas considérer que ce soit une défaite majeure. Une soixantaine, une quatre-vingtaine, une centaine d'interpellations, de poursuites, etc., ne peuvent pas casser un mouvement de l'ampleur de ce qui s'est passé durant toute l'année 2019 et partie de l'année 2020. Et surtout, le mouvement populaire, on aurait pu penser que le 12-12, le fait qu'il n'ait pas réussi à faire annuler cette élection et l'empêcher, entame définitivement sa combativité et son ambition de changement. Mais en réalité, ça n'a pas été le cas. Il y a eu de très grands moments après le 12-12. Il y a eu notamment l'anniversaire de l'année, du 22 février, qui a été célébré le 21, c'était le vendredi 21, je crois. Et donc, il y a eu des mouvements de mobilisation considérables à travers tout le pays. Et ce potentiel, ce gisement-là est toujours présent. La feuille de route du système de restauration intégrale n'est pas viable, donc le scénario du pire n'est pas viable, également parce que le pouvoir politique va être rattrapé par la crise économique et la crise sociale. Il est déjà rattrapé. Le contexte du confinement et le contexte du chômage galopant, de la perte de revenus que les Algériens ont connu et sont en train de connaître, frappe déjà des centaines de milliers de foyers et donne déjà les premiers symptômes de colère sociale à travers le pays. Bien. La question qui va se poser, c'est est-ce que l'expression de cette colère sociale va se connecter avec l'expression de la contestation politique pacifique telle qu'elle s'est faite jusqu'à l'arrêt du Hirak en mars dernier, l'arrêt pour cause de Covid. C'est un des enjeux des prochaines semaines et des prochains mois, de savoir si le Hirak, quand il reprendra, va agréger les colères sociales, de ne pas changer de forme en les agrégeant, c'est-à-dire ne pas passer à des formes peut-être plus violentes et plus radicales, parce qu'il y aura des chauffeurs et des chômeurs, des formes d'expression plus désespérées qui feront que peut-être que la forme dominante pacifique ne va pas pouvoir intégrer toutes les formes d'expression de colère. C'est une question qui se pose, mais ce qui est sûr, c'est que le temps qu'espérait gagner le pouvoir avec les 3 mois ou les 4 mois, ça peut continuer. Aujourd'hui, l'information va tomber sur la poursuite du confinement parce que les chiffres ne sont pas bons. Ne va pas permettre au pouvoir de changer psychologiquement là-dedans, ne lui permet pas de s'installer, ne lui permet pas de commencer à se reconstruire une base populaire sur la base d'un projet, sur la base d'une démarche, etc. Et donc, finalement, la conjoncture économique et sociale, le temps, qui aurait pu jouer en faveur du pouvoir à un moment donné, parce que Hirak ne trouvait pas de débouchés politiques à son expression, aujourd'hui, clairement, il joue contre le pouvoir. Troisième raison pour laquelle le scénario du pire a peu de chances d'être viable et à se réaliser intégralement, comme l'espère le pouvoir, c'est que le pouvoir n'a pas résolu sa crise politique en interne. D'abord, il s'est trompé dans le casting. Il a fait un casting qui, de mon point de vue, est désastreux. Je l'ai déjà écrit. C'est un peu pour cela que
Maghreb-Émergent.info et Radio1.info ont été suspendus, mais c'est quelque chose que je vais expliciter plus largement dans d'autres écrits dans l'avenir. Abdelmadjid Tebboune n'est vraiment pas l'homme de la situation. Il ne peut pas agréger les factions du pouvoir, il ne peut pas vendre un projet au peuple, il n'a pas la dimension, il a été ramené pour un job, juste ramener un civil à la présidence pour que ça cesse d'être Ahmed Gaël Salah, qui soit l'incarnation une fois par semaine ou 2 fois par semaine de l'expression politique du pouvoir. Donc il est venu pour remplir cette mission, mais il ne s'attendait pas à ce que la mission se complique autant avec tout ce qui s'est passé depuis, la poursuite du mouvement populaire, la crise économique, la chute du prix du pétrole et toutes les complications qui sont liées à cette conjoncture. Clairement, le pouvoir a… d'ailleurs, de plus en plus, les gens disent que le président n'est pas un président, qu'il est juste une marionnette qui ne peut rien diriger. Bon, on peut en débattre, je pense que ce n'est pas tout à fait vrai. Mais ce qui est clair, c'est que le système n'a pas été en mesure de trouver une idée en son sein, en termes de casting, en termes de ressources humaines, pour essayer de duper, entre guillemets, sur l'idée du changement, l'opinion populaire et le mouvement, en disant, voilà, nous avons compris le message et nous essayons d'entamer une phase de changement. Tebboune, c'est quasiment le pire de ce point de vue-là. La preuve en est, c'est qu'il en arrive, y compris à envisager de présider et de gouverner avec la majorité parlementaire du FLN et du RND, puisque le gouvernement a autorisé ces deux partis à tenir une réunion en dépit de la quarantaine, en dépit du confinement, afin de renouveler leur direction et de choisir des directions talmoualat, des directions de soutien au pouvoir en place, tel que c'est de tradition. Et il est clair que ce régime de Abdelmadjid Tebboune, qui est arrivé sans parti politique qui le soutienne, sans mouvement dans l'opinion qui le soutienne, n'a pas réussi depuis à se construire un relais politique ou un relais social, et il arrivera de moins en moins à le faire parce que les moyens de le faire, les moyens traditionnels ont disparu et parce que les relais traditionnels sont totalement discrédités. Donc pour ces 3 raisons, la préservation de la compatibilité populaire du Hirak qui n'a pas suivi de défaite majeure, l'aggravation de la crise qui devrait amener de nouvelles contestations dans le mouvement populaire et la poursuite de la crise politique je n'ai pas parlé de l'armée, mais je parlais surtout de la présidence, mais on peut retrouver les expressions de cette crise politique à la tête de l'ANP avec tout ce qui s'est passé avec Yassine Bouazza et les purges qui ont pu avoir lieu. Cette crise politique se poursuit et se poursuivra. Et donc, le scénario de remise en place d'un système à l'identique est un scénario qui n'est pas bancable. Alors, vous allez me dire, pas de victoire, pas de scénario vertueux du côté du mouvement populaire, pas de possibilité de victoire intégrale, de remise en place du système du côté du pouvoir dans sa forme tebbounienne. Ça n'augure pas de grand-chose de bien, parce que ça signifie qu'on va être dans un face-à-face, dans une poursuite du bras de fer qui va être handicapant pour l'activité économique, qui va être handicapant pour la confiance des Algériens en l'avenir de leur pays, qui peut déborder et déraper, il faut l'avouer, à tout moment, qui peut entraîner des crispations et des radicalisations de part et d'autre. Et donc, plus que jamais, nous sommes à un tournant avec les semaines qui viennent, la reprise redoutée par le pouvoir des marches populaires et l'issue politique qui, malheureusement, a l'air de s'éloigner. Je termine sur une note positive. Probablement que la reprise du Hirak, cette fois, se fera avec l'émergence de cadres, d'espaces de représentation plus assumés. C'est-à-dire qu'il y aura des élites du mouvement populaire qui vont accepter de jouer un rôle plus assumé, plus déclaré de conception de feuilles politiques, de propositions de feuilles politiques, on va dire d'intervention dans les arbitrages sur le mouvement populaire. Vous avez noté peut-être qu'à son dernier passage dans Radio M, Maître Bouchachi a clairement reconnu avoir conseillé à des activistes dans les wilayas de reporter la date de reprise proposée du 19 juin. Donc, quelque part, il a accepté de jouer un rôle de leader. Ça va être le cas pour d'autres ex-détenus qui sont dans la position où ils sont interpellés par les hirakistes qui leur font confiance, etc. Et donc, de facto, il y a une direction. C'est le pouvoir un peu qu'il a créé, en mettant des leaders politiques et des leaders du Hirak en prison et en les harcelant. Donc, vont jouer un rôle politique qui fera que
la donne va changer par rapport à la saison 1 et la saison 2 du Hirak. La saison 1 du Hirak, pour moi, c'est jusqu'au 12-12 et la saison 2, c'est jusqu'à l'arrêt suite au Covid. La saison 3 du Hirak devrait être une saison où il y aura plus d'expressions politiques assumées par des leaders du Hirak, coordonnés dans des projets intégrés. Ce n'est pas gagné, on y travaille, mais c'est une donne qui peut amener pour la première fois, enfin, le pouvoir à considérer la possibilité de changer de façon d'agir et de changer de feuille de route. Est-ce que ça sera pour revenir au scénario vertueux du début? Moi, j'y crois pas beaucoup. Les camarades du PAD continuent à proposer l'arrêt et la démission de Tebboune et revenir complètement à une feuille blanche avec Assemblée constituante et tout le processus qui est lié à cette rupture. Moi évidemment, c'est le scénario vertueux, mais de façon pragmatique, ce n'est pas nécessairement le scénario qu'on peut mettre en place compte tenu du rapport de force d'aujourd'hui. Et donc, il faudra quand même naviguer pour trouver une solution pour, en dehors de la case de la présidence, faire en sorte que le reste du processus institutionnel ne soit pas accaparé par un pouvoir qui, de toute façon, ne pourra pas remettre en place une légalité comme si le 22 février n'avait jamais existé. Merci pour cette analyse à la fois actuelle et prospective. Donc, je vais ouvrir aux questions. Je pense que Ali a une question. Donc, donc Ali, à toi. OK. Bonjour tout le monde. Bon, là, je vois une partie des questions ont été déjà approchées par Ihsan El-Qadi. Donc là, je vois que le Hirak avec la Selmiya Itnahaouga apporte un nouveau souffle avec des aspirations de véritables changements. Par contre, le pouvoir militaire et ses appendices, c'est-à-dire le pouvoir réel, il est toujours en place, maintient sa ligne directrice, rester au pouvoir ad venam aeternam, en présentant une façade civile, ben, ça a été dit, mais je le répète, une façade civile suite à un simulacre d'élection désignant un président. Comme ça se fait toujours, il leur faut une façade civile. Ce pouvoir refuse toute alternance et maintient sa feuille de route, même sachant qu'il va droit au mur. Pourtant, dans l'élan du Hirak, plusieurs initiatives, que Ihsan en a cité quelques-unes, donc plusieurs initiatives voient le jour. Bon, il y a le PAD, Doustouruna, Forum de la société civile, Manifeste du 22 février, il y en a d'autres. Et de plus en plus, l'idée d'une assemblée constituante fait son petit bonhomme de chemin. Et ce n'est que légitime et en phase avec les revendications du Hirak qui scandait pouvoir au peuple. Donc, dans ce cadre, n'est-il pas à ce peuple justement de décider de sa propre destinée? N'est-il pas à ce peuple d'élire démocratiquement ses représentants au sein d'une assemblée constituante? Il y a plusieurs façons d'y arriver, mais c'est à ce peuple, je pense, qu'il a la légitimité d'aller s'exprimer. Donc, Ihsan El-Qadi, vous en tant qu'observateur et acteur, comment voyez-vous la faisabilité d'une assemblée constituante? Comment et sur le terrain, comment les adeptes de l'assemblée constituante comptent-ils s'y prendre pour aller entendre ce que veut le peuple profond, les sans-voix? Voilà, voilà le commentaire, question que j'avais pour vous, Ihsan El-Qadi. Merci. Oui, bon, quand je dis que le scénario d'une feuille blanche de retour avant le 12-12 aujourd'hui est peut-être pas le plus ça reste le meilleur évidemment, mais ce n'est pas le plus pragmatique compte tenu du rapport de force. C'est passé des choses. Ça ne veut pas dire que
que tout ce qui a été proposé durant l'année 2019 par les initiatives courtes soit caduque. Pas du tout. Et dans le cadre de ce qui n'est pas caduque, évidemment, le recours à une assemblée constituante est l'exemple même du type de sortie de crise par le haut qui reste encore aujourd'hui valable et qui effectivement, je suis d'accord, fait son bonhomme de chemin. Ça fait d'autant plus son bonhomme de chemin que tous ceux qui pensaient pour une raison ou une autre, que ce n'était pas le bon recours, que ça risquait d'enliser l'Algérie dans un processus complexe. Bon, on se rappelle que les Tunisiens ont mis 3 ans pour sortir avec la nouvelle constitution, que tous ceux qui ont peur d'un débat qui s'enlise aussi dans les questions identitaires et toute la première partie de la constitution, se rendent compte, en définitive, que en fait, on a plus à perdre qu'à gagner avec cette solution-là. La preuve en est, c'est que lorsque Al-Majid Tebboune met sa feuille de route en place, il y a la refonte de la Constitution et il y a un processus constituant qui, en fait, élimine le peuple. Et ceux qui sont contre, y compris ceux qui étaient pour une présidentielle à un moment donné, comme première phase pour sécuriser les institutions, ensuite parler du changement radical, aujourd'hui se rendent compte qu'on ne peut pas laisser cette Assemblée se prononcer sur ce projet de constitution. D'autant qu'elle n'a même pas, selon la constitution actuelle, elle n'a même pas la prérogative de rediscuter les dispositions. L'Assemblée vote tel quel le texte, elle l'accepte ou elle le rejette. En fait, elle fait le premier référendum, pas seulement l'Assemblée, mais le Parlement, à huis clos avant qu'il ne soit proposé au peuple, au suffrage universel. Et cette catégorie de militants, d'activistes de Hirak, y compris dans les élites militantes organisées, politiques et associatives, quand on leur pose la question qu'est-ce qu'il faut faire si on n'est pas d'accord pour que ce soit cette assemblée, de proche en proche, ça nous amène à une autre assemblée qui soit librement élue et qui a cette prérogative de discuter le texte constitutionnel. Mais alors à ce moment-là, on leur dit quel texte constitutionnel? Le projet de Tebboune. On va partir de loin. Et donc, de proche en proche, effectivement, l'idée que les élus du peuple doivent s'emparer de ce projet et le formuler et le rédiger eux-mêmes est une idée qui avance. Parce que c'est aujourd'hui une réponse pratique à une impasse opérationnelle. On ne veut pas que ce soit cette assemblée. On ne voulait pas déjà que ce soit la commission, la rabat de la présidence, qui nous propose un texte selon un canevas de cet axe qui a été lui-même abandonné. Donc, on n'est pas d'accord pour que ce soit comme ça que ça se passe. Personne n'a été associé. On n'est pas d'accord pour que ce soit des partis qui, en fait, ce sont des partis IES de l'ancien système qui vont participer au débat parlementaire, au débat constitutionnel en envoyant leur courrier à cette commission. On est dans le scénario de Bouteflika, Ahmed Ouihia de 2017. On n'est pas d'accord pour passer par une assemblée que le peuple rejette, qui est l'assemblée du 4e mandat de Bouteflika. Et on n'est pas, a fortiori, quand on est contre cela, on n'est pas pour que ça débouche sur un référendum, un simulacre de référendum, parce que tout le processus est un processus vicié. Et donc, la réponse pratique, c'est une réponse. La réponse pratique, c'est l'Assemblée constituante. Sauf que tactiquement, il reste encore, par exemple, dans le collectif auquel j'appartiens, beaucoup de camarades continuent à penser qu'il faut le dire autrement, pour ne pas braquer ceux qui continuent à avoir peur d'une assemblée constituante, parce qu'il faut bien intégrer le fait que, par exemple, dans le PAD, tout le monde n'est pas pour l'assemblée constituante. Je prends l'UCP de Zoubida Assoul. Le Zoubida Assoul a peur qu'il y ait un débat qui porte sur les constantes. Elle est pour un régime quasi parlementaire, avec une prérogative présidentielle dépouillée, etc. Mais l'Assemblée constituante lui fait peur de ce point de vue-là. Donc, en fait, sur le fond, c'est une idée qui a beaucoup avancé. La formule est telle qu'elle, il y a encore tactiquement des camarades qui disons qu'il faut que le peuple s'empare de la destinée du processus constituant, article 7, article 8 de l'actuelle Constitution, et que ce soit les élus du peuple qui planchent sur la Constitution. Et qu'ils aient, comme en Tunisie, aussi le pouvoir de légiférer, parce que c'est donc d'être aussi une assemblée législative, parce que ça peut prendre un certain temps de produire une constitution au moins une année. Mais pour te répondre, Ali, clairement, depuis
depuis la proposition de la commission Laraba, l'idée de l'Assemblée constituante est une idée qui a avancé. Maintenant, comme il n'y a pas de marche populaire, on ne sait pas comment tout ça peut se traduire dans des mots d'ordre dans la rue. C'est cela qui est en fait le dernier élément d'évaluation du sort, du destin de ce mot d'ordre. Mais pour ceux qui travaillent encore, comme en ce moment sur Zoom, les réseaux, les associations, les partis politiques, etc., c'est une idée, en tous les cas, le contenu de cette idée, c'est quelque chose qui a indéniablement avancé et beaucoup avancé. On va essayer de prendre peut-être 2 questions à la fois. Moi, j'avais une question, après je vais laisser la parole à Marion. Ma question est sur les médias. On sait que dans la transition démocratique, les médias sont un enjeu important, font partie des transitions. On l'a vu en 88, durant la parenthèse démocratique. J'aimerais savoir un peu votre avis sur la scène un peu médiatique algérienne, parce que d'un côté, on a des médias qui sont contrôlés par des oligarques dans une économie de rente, qui ont peu d'autonomie par rapport au mouvement et tout, pas besoin de les nommer. Et de l'autre côté, on a une jeunesse qui se renseigne beaucoup auprès de médias alternatifs, type Amir Dezad, etc. Donc, j'aimerais savoir comment se situe un peu Radio Am dans ce paysage-là et comment vous voyez comment ces médias-là peuvent interagir par rapport à la transition. Et là, je vais donner la parole à Marion. Donc, Salam alaikum, bonsoir à tous. Moi, ma question, en fait, elle va se déployer en 2 points. C'est que, d'une part, vous citiez justement tous ces groupes de travail qui sont en œuvre pour proposer des projets afin de sortir de l'impasse politique, mais est-ce qu'ils sont prêts à dialoguer avec l'ensemble de la société algérienne, sa totalité dans toutes ses composantes? Et par là, j'entends l'acceptation aussi des islamistes de l'ancien Front islamique du salut, d'une part, et les autres groupes de l'autre côté. Et d'autre part, il y a la majorité des jeunes Algériens, de ce que je connais, de ce que j'ai pu observer, qui ne se reconnaissent pas et qui refusent radicalement tout ce qui est structure organisée, représentative, ayant déjà un passé politique ou en tout cas un passé peut-être militant, controversé. Et est-ce que vous pensez justement que dans ce contexte-là, il est possible de proposer une constituante, un débat alternatif autour de ces questions-là et d'amener le peuple, ou en tout cas les irakistes qui marchent, à adouber ce projet? Dans l'ordre chronologique, la question sur les médias, ça c'est un sujet désespérant. Hein. Vraiment, c'est en général le sujet le plus pénible à traiter pour moi. L'offre médiatique algérienne n'a jamais été aussi faible depuis, grosso modo, l'interruption du processus électoral en janvier 1992. N'a jamais été aussi faible. Alors, alors, quand je dis offre médiatique, on est en dessous du seuil, on est en dessous du seuil du seuil minimal où une opinion peut se former, même du point de vue que veut construire le pouvoir en place. On est en dessous, parce que les médias qui portent le point de vue officiel se sont tellement discrédités. Il y a eu le 22 février. Il faut rappeler que pendant les 2 premiers vendredis, le Hirak n'existait pas. Pour tous les médias importants de les télés offshore algériennes, qui ont un statut particulier puisqu'elles sont télé étrangères basées en Algérie, la télévision publique, les radios. Et il y a eu un changement et une couverture pendant un certain moment. Et dès que Ahmed Gaïd Salah a décidé qu'il ne fallait plus, que le Hirak était terminé puisque Bouteflika était parti, ils ont cessé de faire la couverture. Donc vous imaginez un petit peu quel est le type de relation que peuvent avoir ces médias-là, avec leur public. Donc les canaux de passage de la propagande officielle, on est en dessous du seuil de l'organisation intelligente minimale, efficace, qui dans un système qui tient la route, le seuil minimal qui permet de faire passer son message. Tebboune, hier ou avant-hier, enfin hier quand il a donné sa conférence, je pense que c'était c'était hier, il s'est plaint, il a dit les médias ne parlent que des trains qui n'arrivent pas à l'heure et ils ne disent que des mauvaises choses et ils ne disent jamais ce qui est positif. Donc on sent bien que lui-même ressent cette difficulté à faire passer ses propres messages à lui. Donc la diversification de l'offre, je ne parle même pas, je parlais de l'offre qui est supposée porter
les oligarques se sont fracassés pour une partie d'entre eux. Donc, les télés qui faisaient la propagande de Bouteflika ne font plus de la même façon. Et la propagande, je pense à TDZ, le groupe de Haddad qui a disparu, le groupe de presse. Je pense à la télé de Tahkoud qui s'est crachée. Les autres télés, Nahar, ça a beaucoup reculé. Les difficultés de Chourour financières qui font qu'il tient un bâton par le milieu, mais ça reste une télé mainstream, mais qui n'a plus le même impact. La presse papier, c'est désespérant. Lointain aujourd'hui est en train de malheureusement changer de camp parce que ce modèle économique ne lui permet plus l'indépendance qu'il avait auparavant. Et l'équipe qui incarnait éditorialement cette indépendance est partie, a commencé par Amal Blouchet. Et donc, on a le dernier oligarque qui tient la route, qui n'est pas tout à fait dans le système, Issa Darbrab, enfin oligarque, oui, sur le long cours, avec quand même un rapport à l'économie, à la création de la richesse et de la valeur qui est beaucoup plus intéressant que ces plus jeunes oligarques par rapport à lui, avec liberté. Là aussi, il y a un repositionnement qui est dangereux parce que Issa Darbrab essaye de dealer avec le régime Tebboune pour pouvoir développer son business, ne plus subir tout ce qu'il a pu subir pendant la fin des années Bouteflika. Donc voilà, dans un contexte comme ça, en fait, il aurait dû ne rester que les médias électroniques qui ont un petit modèle économique qui leur permet de tenir la route. TSA, Maghreb émergent, Radio M, Interline, quelques médias arabophones comme Tark News et tout ce qui auraient pu, avec vraiment en tenant le diable par la queue, proposer une marge de manœuvre et une information un peu plus intégrale, un peu plus indépendante, etc. Bon, ils n'ont pas réussi à les attaquer, à les bloquer en les empêchant d'accéder à la publicité publique, ce à quoi ils n'ont jamais accédé. Ils ont été jusqu'à interdire au public algérien de pouvoir les fréquenter, et nous sommes donc tous ceux que j'ai cités frappés par cette interdiction. On ne peut pas nous consulter en ligne en Algérie si on n'a pas de VPN précédemment installé. C'est terrible, c'est un champ de ruines. C'est terrible, c'est-à-dire que y compris un pays qui a envie d'exister par rapport à l'étranger aujourd'hui, par rapport à… je ne parle pas de soft power, c'est une notion qu'on utilise contre nous, enfin, que le ministre de la Communication utilise pour les autres, mais il ne se pose jamais la question de savoir comment l'Algérie peut produire un soft power, comment l'Algérie peut devenir attractive demain, est-ce que ce ne serait pas aussi un peu par des médias qui existent de manière un peu indépendante, qui donnent un autre point de vue sur l'Algérie, etc. Ça fait partie des choses qui peuvent rendre un peu plus sympathique un pays, une destination, un partenaire économique, etc. C'est une question que le pouvoir ne se pose pas. Et ce pouvoir de Abdelmajid Tebboune a peu de chances de se la poser parce que le mind d'Abdelmajid Tebboune, de son équipe, de l'état-major qu'il a ramené, de ceux qui sont en place, n'est pas celui-là. C'est celui de verrouiller, censuré, fermé, et donc il y a ce projet aujourd'hui insensé, dernier maillon on va dire, de la chaîne médiatique, celui des réseaux sociaux, qui est attaqué frontalement avec la loi qui essaie de criminaliser tout ce qui peut s'écrire de pas agréable pour le pouvoir sur les réseaux sociaux. Voilà, nous sommes vraiment dans le trou par rapport à l'offre médiatique, à la diversité médiatique, à la possibilité de faire de l'information et de faire son métier de journaliste. Mais il y a le Hirak. Et parce qu'il y a le Hirak, nous avons, ceux qui ont choisi de continuer à faire de l'information, l'obligation de continuer à la faire. Voilà, tout simplement. On a des collègues qui sont en prison, Khaled Rani, nous avons l'obligation de continuer à être fidèles à notre métier. Et de ce point de vue-là, je pense que les quelques médias qui ont choisi de continuer à être malheureusement, ils ne sont pas nombreux, mais ils existent, ils le font. Des médias et des journalistes qui sont dans des médias qui, eux, sont plus flottants. Ils continueront à le faire et je pense que le retour des marches populaires leur rendra un peu plus de confiance. Mais si on devait s'arrêter à ce tableau au moment où on se parle aujourd'hui, effectivement, il est chaotique. Juste votre regard par rapport aux médias alternatifs, si on peut appeler ça des médias alternatifs type MRDZ, etc. Alors, je me pose la question de savoir à partir de quel moment l'approche du point de vue du système, l'approche commodo-incommodo, bloquer les médias
alternatifs, on va dire, institutionnalisés, ceux qui ont un registre de commerce et qui travaillent en Algérie, versus les lanceurs d'alerte à l'étranger, et donc les cyberdissidents, enfin, c'est une forme de cyberdissidence, à partir de quel moment le préjudice est plus grand de laisser passer les flux d'informations uniquement par la cyberdissidence? Bon, la cyberdissidence, ça peut tout dire, c'est pas contrôlable, ça n'obéit pas aux règles de la presse. Ça peut être utile à un moment donné, peut-être plus d'ailleurs Saïd Mesdera que MFDZ, je trouve. Parce que il était journaliste et qu'il essaie de temps en temps de faire attention, même si dans ce qu'il ramène, il faut faire le tri. Mais je pense que, moi, évidemment, je suis pour toutes les formes d'expression. Je suis pour que cette forme d'expression demeure, même si, dans le cas de MFDZ, il a été établi qu'il avait utilisé son influence pour faire du chantage. Ça, nous avons des éléments avérés. Dans le cas, malheureusement, de notre ex-collègue de Algérie Part, c'est également le cas, Abdou Samar, c'est avéré, hein, puisqu'il y a eu la vidéo de Takout. Et donc, cette cyberdissidence a fréquenté une forme de délinquance de l'information qui la discrédite. Est-ce que le système préfère encore que ça passe par ce canal-là parce que Hicham Aboud, peut-être qu'il fait plus attention aux formes, mais à un moment donné aussi, il a pu être borderline. Je l'ai d'ailleurs interpellé publiquement sur cela et il a répondu et il s'est expliqué. Donc voilà, on est dans un modèle qui est un pis-aller, c'est-à-dire que n'ayant pas d'informations institutionnelles fortes, n'ayant pas d'informations alternatives, notamment pour presse électronique, tolérées, suffisamment implémentées avec un modèle économique qui tient la route, voilà, on laisse les Algériens face à la cyberdissidence. À un moment donné, ça peut poser plus de problèmes que ça en réglera. Ce moment, il est où? Est-ce qu'on y réfléchit? Est-ce qu'il y a des gens qui réfléchissent au sein du système? Que tout passe par exemple, hein, Saïd Mesdera, c'est la page Facebook de Antar. Saïd Mesdera, il se passe quelque chose avec la DCI, la DSI, voilà, ça tombe chez lui dans la demi-heure. À peine si on n'a pas une caméra branchée voilà. Et donc, d'ailleurs, quand Tebboune parle de Khbarji pour Khaltarani, je lui prépare une réponse, on verra à quel moment elle sortira, pour lui dire que les Khbarjia, ils sont chez toi. Khbarjia, ils sont chez toi et ils sont branchés sur cette forme d'expression médiatique, entre guillemets. Et pas seulement maintenant, hein, enfin, ça remonte à déjà bien avant. Je pense notamment au séjour de Bouteflika dans les différents hôpitaux parisiens et genevois. Et donc, voilà, on est dans ce… Donc, moi, je suis pour que les gens puissent s'exprimer. Peut-être que demain, je deviendrai un cyberdissident. J'en sais rien. Si ça devait continuer à se dégrader, si le Hirak perdait, ce qui est loin d'être le cas, peut-être que demain, on sera réduit à cela. Bon, non, je ferai une page YouTube ou un compte YouTube ou un compte Facebook et je dirai ce que j'ai envie de dire, ce que je fais dire par des acteurs de la société algérienne dans Radio M et dans Maghreb émergent. Bon, on ne peut pas souhaiter cela, mais donc je ne peux pas être contre cette forme d'expression. Mais elle a pris une place trop importante par rapport à la presse normale et ça, par contre, ce n'est pas normal. Je vais répondre à Marion Belhadj. Alors, oui, il y a le souci d'intégrer toutes les formes d'expression politique existantes en Algérie dans la démarche des différentes élites et des différentes initiatives aujourd'hui. C'est vrai pour une partie, c'est pas vrai pour tout le monde. On a essayé de travailler, par exemple, moi je fais partie j'ai été dans le collectif pour Mouatana. J'étais à Mouatana et j'ai représenté Mouatana qui s'est dispersé malheureusement les derniers mois. Donc j'étais dans le collectif pour le changement de la société démocratique pour Mouatana et j'ai fréquenté d'autres collectifs. Il y en avait des dizaines et on a fait le 15 juin avec les syndicats, avec des islamistes et avec tout le monde là-dedans. Il y a une frange de la société civile qui a refusé d'aller dans ce cadre. Il y a les féministes qui ont refusé d'y aller pour des raisons que je considère comme au moment où la décision est tombée, elles n'étaient pas, donc j'ai échangé fraternellement avec ses camarades, mais elles ont refusé. Plus tard, pour le 22 février, il y a le Kaman qui a refusé d'intégrer la démarche du 22 février pour des raisons qu'on n'a jamais très bien compris, alors qu'il a participé à toutes les phases de la préparation du manifeste du 22 février. Donc, pour répondre à la question directement, il y a encore des sensibilités dans la société civile et dans les élites politiques qui sont
réservé sur le caractère intégrateur et rassembleur de la démarche qu'il faut avoir aujourd'hui pour en finir avec le pouvoir militaire et pour produire une rupture. Évidemment, la compétition des projets politiques arrive dans la phase suivante. Et il y en a qui sont pour une certaine dose de compétition des projets politiques dans la phase actuelle. Et ils l'assument et ça les empêche d'avoir une démarche frontiste. Nous, la démarche du 15 juin a fait le 24 août. Le 24 août, il y avait quasiment tout le monde à la SAFEX. Il y avait, pour l'ex-fils, il y avait Gemazi, Kamal Gemazi, ancien maire d'Alger, maire du fils d'Alger, qui a pris la parole, qui est intervenu. Il y a eu Ben Grina qui est devenu candidat à la présidentielle après. Il y avait le président de Ben Flis également. Il y avait, le spectre politique était très large. Et c'est cette démarche-là qui pilote la tentative de rassembler, qui a piloté jusqu'au 12-12 la tentative de rassembler les expressions politiques. Il y a une mise à jour. Depuis, la mise à jour, c'est que la nouvelle initiative qui est en train de se préparer est une initiative qui est plus tournée vers les acteurs qui se sont distingués pendant l'année 2019, l'année 2020 dans les wilayas. Ce sont les hirakistes purs. Voilà, c'est plus porté par les hirakistes. La première démarche était plus portée par des cadres et des associations qui existaient déjà, sous Bouteflika, ou qui, bon, Raj existait déjà, Raj est toujours avec nous. Hier, j'étais au téléphone avec Abdou Wahab, Fersaoui, ils sont dans la démarche que nous sommes en train d'initier. Mais aujourd'hui, on a, suite à des concertations, etc., décidé de plus travailler, non plus avec les syndicats indépendants qui existaient ou les associations, mais plus avec des acteurs du Hirak. Et c'est ça qui va permettre de réaliser l'intégration. Le problème va se poser, par exemple, pour un mouvement comme Rachet. Aujourd'hui, le problème, ce n'est pas tellement le fils. Le fils n'existe plus dans le mouvement, de l'espace public. Le problème, c'est plus les gens qui nous reprochent de ne pas avoir intégré l'expression politique Rachet. L'expression politique Rachet, nous, on a une réponse. On dit, envoyez-nous vos acteurs du terrain. Si vous avez des acteurs de terrain dans Aksba Bablouad, qui tous les vendredis faisait l'Axe Bablouad en poste, ils viendront. Ils vont venir par ce cadre-là. Personne ne va venir dans cette démarche-là. Ce n'est pas les cadres politiques, ce ne sont pas les partis institués. Ils sont dans leurs espaces de parti. Ce sont les acteurs de terrain. Et de ce point de vue-là, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Tous ceux qui, évidemment, il y a des règles. Il y a des règles à adopter. Il y a une charte éthique. Voilà. Mais la volonté d'être intégrateur et d'intégrer, y compris la sensibilité islamiste, existe. Et je pense qu'elle est partagée aujourd'hui. Tout le monde comprend que c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber parce qu'il sert et il a servi déjà le pouvoir auparavant et il le sert toujours. Merci pour vos réponses. Je vais donner la prochaine question à Boualam, mais juste avant, je vais prendre quelques questions d'internautes et vous pourrez répondre à toutes les questions en même temps. Donc, il y a un internaute qui se demande est-ce que Tebboune peut faire partie d'un scénario pour une transition à travers une constituante? Ça, c'est une première question d'internaute. Et une deuxième qui dit est-ce que le scénario à la Sisi est possible, sachant que Tebboune n'a pas pu réaliser ce que le pouvoir réel a voulu mettre en place? Et donc là, je vais céder la parole à Boualam. Bonsoir, مساء الخير عليكم. Bonsoir Ihsan. السلامة مرحبا بك بيناتنا. السلامة ينك كارنا. Voilà, donc moi j'ai une question particulière pour le militant politique et l'acteur majeur du renouveau médiatique en Algérie. Donc voilà, donc ma question, sous prétexte que les langues populaires ne sont pas outillées pour exprimer des notions abstraites, elles sont, ce qu'on constate, carrément exclues des médias, qu'ils soient écrits ou parlés. Dès qu'un sujet sérieux est abordé, seules les deux langues d'élite, français et arabe fusha, ont droit de citer. Et donc, ce qui exclut pratiquement la participation, même la compréhension de la plus grande partie du peuple qui ne maîtrise que l'arabe derja ou tamazigh dans l'une ou l'autre de ces variantes. Pourtant, quand le peuple en a l'occasion, il exprime ses idées et ses aspirations d'une manière claire et je dirais même élaborée qui étend le monde. Si nous prenons juste le slogan Yedna Haouga, il a été popularisé par un jeune homme qui presque se justifiait de parler dans l'arabe de tous les jours de sa langue maternelle. Si on prend d'autres slogans populaires, ils sont très clairs. Yedna Haouga,
c'est le changement radical voulu par le peuple. C'est la souveraineté populaire, etc., etc. Donc maintenant, le changement réel, nous savons tous qu'il ne peut venir que de la base. N'est-il pas temps, Ihsan, aujourd'hui de revenir à la revendication des années 80 de valorisation des langues populaires, tamazight et arabe algérien, par la favorisation justement de leur utilisation dans les médias? Merci, Ihsan. Merci. Alors, je vais reprendre dans l'ordre chronologique, je préfère. Hein, Oui, oui, comme vous voulez. Oui. Alors, Tebboune cohabitation, Tebboune constituante, oui, c'est possible. Il faudrait que Tebboune le décide et que le système le décide, que l'armée le décide. C'est-à-dire, il faudrait que Tebboune et le système et l'armée, on arrive à la conclusion qu'ils se sont emparés de la présidence, mais ils ne peuvent pas s'emparer de toutes les institutions tout seuls et repartir pour un nouveau tour de piste avec une majorité parlementaire FLNRND et une austérité affreuse et les Algériens dans la rue sous différentes formes, etc. Ça serait le chaos. Il faudrait qu'ils en arrivent à cette conclusion-là qu'il faut donner quelque chose politiquement et pas seulement des arrestations d'oligarques. Donner quelque chose au niveau politique, donc quelque chose d'essentiel sur la feuille de route du changement. Donc, théoriquement, c'est possible. Après, évidemment, il y a le risque, c'est bon, on en a parlé d'ailleurs hier, que la constitution qui émanerait d'une assemblée constituante soit une constitution qui dépossède complètement le président de la République de ses prérogatives et qui débouche sur une forme de parlementarisme à la tunisienne. C'est un risque raisonnable, mais qui peut être pris, parce qu'il y aura aussi des gens qui, dans une assemblée constituante, vont dire l'Algérie, elle a une tradition politique. C'est un grand territoire, c'est compliqué, etc. On ne peut pas se permettre d'avoir une assemblée à l'italienne, une constitution à l'italienne avec des risques de vide gouvernemental pendant des mois et des mois. Et donc, ma réponse, c'est que c'est possible théoriquement, mais que dans la pratique, il y a peu de chances que ça se produise parce que malheureusement, jusqu'à maintenant, ce n'est pas l'orientation du pouvoir. Mais c'est parce que théoriquement, c'est possible, il faut la réclamer, l'Assemblée constituante. D'ailleurs, il y a plus d'arguments aujourd'hui pour l'Assemblée constituante qu'auparavant, parce que ceux qui nous disaient qu'il ne faut pas d'Assemblée constituante, ils disaient qu'il n'y a pas de président. Et on va rentrer dans un processus chaotique. Et le temps de sortir une constitution, Makash a un président, donc c'est l'instance qui est élue par personne de transition avec les personnalités qui va diriger le pays. Et donc, on a déjà connu ça avec l'HCE, etc. Bien, vous avez pris la présidence selon l'ancienne constitution, enfin l'actuelle constitution. Aujourd'hui, si on rentre dans un processus constituant avec une assemblée constituante, on est tranquille, puisque de toute façon, il y aura un président et un gouvernement qui vont continuer à travailler pendant que l'Assemblée constituante travaillera sur la nouvelle constitution. Donc, il n'y a pas le risque de vide constitutionnel, le risque de désordre, etc. C'est un argument qui a disparu. Oui, je crois à cette cohabitation et je fais partie des gens qui la défendent. Évidemment, une fois que la nouvelle constitution apparaîtra, on peut aller vers des présidentielles anticipées. C'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire, sous le régime de la nouvelle constitution, il faudra renouveler toutes les institutions, y compris la présidentielle, la présidence. Sisi est l'émanation d'une contre-révolution. En Algérie, la contre-révolution a démarré avant que la révolution ne réussisse. En Égypte, la contre-révolution a réussi parce que la révolution a débouché sur une première expérience de gouvernement. Et c'est parce qu'il y a eu une première expérience de gouvernement que l'armée a pu contre-attaquer. Elle s'est appuyée sur le bilan des frères musulmans, sur le bilan de Morsi, compliqué, et elle n'avait jamais accepté le fait de passer le pouvoir. Et donc, elle s'était tenue en embuscade, s'est connectée avec une partie de la société égyptienne qui était mécontente même avant que les frères musulmans ne puissent gouverner et disposer d'une majorité parlementaire et d'une majorité présidentielle. Et donc, c'est un scénario qui est plus classique d'une révolution qui réussit une première victoire et qui subit une contre-révolution. Ce qui s'est passé après, il faut quand même, la contre-révolution, elle a gagné dans un bain de sang. La contre-révolution s'est imposée dans un bain de sang. Ça, il faut bien l'avoir en tête. Ce n'est pas une mobilisation populaire wahda qui a redonné le pouvoir à l'ancien système militaire égyptien. En Algérie, on n'est pas dans ce cas de figure. En Algérie, on n'en a pas fini avec la phase 1.
on n'a pas fini avec la montée révolutionnaire. On n'a pas, la montée révolutionnaire n'a pas obtenu. Le fils, à l'époque de la précédente insurrection populaire, avait obtenu les mairies. Il était co-gestionnaire d'une partie de l'édifice institutionnel algérien. Il avait obtenu les mairies. D'ailleurs, ça lui a fait perdre 1 600 000 voix entre l'élection de juin 90 et l'élection de décembre 91, parce qu'il avait géré. Bon, pas seulement pour ça, parce qu'il s'était aussi radicalisé avec l'épisode de juin 1991 et l'occupation des places publiques. Donc, chez nous, le potentiel révolutionnaire est toujours en place, et donc la contre-révolution ne peut pas, Tebboune ne peut pas habiter le personnage de Sissi, parce qu'il est plus en train de continuer Bouteflika que de venir en opposant à une gestion d'un gouvernement ou d'un pouvoir émanant du mouvement du 22 février. Et donc, c'est beaucoup plus compliqué pour lui. Voilà, tout simplement. Et donc, moi, je ne crois pas à cette possibilité de... D'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle l'armée ne peut pas aller tellement plus loin dans la répression. C'est très difficile, c'est extrêmement difficile. Il y a une... il y a eu une marche populaire avec plusieurs centaines de milliers de personnes qui voulaient se débarrasser de Morsi. Il n'y a pas plusieurs centaines de milliers de personnes qui demandent à Tebboune quoi que ce soit, qu'il soit sa base sociale, qui lui demande ou qui demande à l'armée de s'emparer à nouveau du pouvoir, etc. Ça n'existe pas. Donc, OK. Les autres questions. Donc, j'ai Ali et Taïeb qui veulent poser une question. Je vais commencer avec Taïeb, mais avant, j'ai d'autres questions du public. Donc, il y a une question, c'est comment faire pour arracher un espace de liberté en plus des marches. Donc, c'est une question de stratégie. Il y a une autre question sur les liens entre la police politique et le milieu médiatique. Je vais la lire. À quel point la police politique a noyauté le milieu journalistique et par extension la société algérienne? Le tir nourri actuel contre le Hirak n'est-il pas l'œuvre d'individus ayant des accointances avec les services? Il y a une dernière question qui est, est-ce que vous avez remarqué un tournant chez les médias francophones, on parle des médias écrits, vers une guerre idéologique sur ce qui s'était produit peut-être durant les années 90? Toutes les appels... Je n'ai pas répondu à Boualem. Ah oui, allez-y. Allez-y. Je pense répondre à Boualem et après on reprendra. Ou ça va? Oui, ça va. OK. Donc, vous pouvez répondre à ces questions-là, plus la question de Boualem. Non, Boualem, ce que je voulais lui dire, c'est pourquoi ne pas revenir aux années 80 Moi, je pense qu'il faut garder raison. Je pense qu'il ne faut pas prêter une dimension subversive à l'usage de Tmazight et de l'arabe populaire plus grande que ce qu'elle ne pourrait être. Parce que ça partirait de l'idée que les langues officielles français, institutionnelles, les langues mainstream, français et arabe classique, sont celles du système. Et les langues populaires, Tmazight et arabe populaire, sont celles de la libération. Bon, ça se discute. Ça se discute. L'islamisme du fils, il était populaire et il parlait en arabe classique, en arabe littéraire pour la partie masse populaire et aussi en tmazight. Donc, moi, je pense qu'il faut plus aborder cette question-là en termes de rétablir une capacité de créativité de la société algérienne, c'est-à-dire la mettre à l'aise avec l'usage de la langue pour qu'elle puisse être la plus créative possible. Et ça, c'est un processus qui s'est déjà mis en route. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parlait des cyberdissidents, il y a la première vidéo sur YouTube qui a pulvérisé la toile à plus de 10 millions de vues, c'est celle de DZ Joker, Mansotej, sur le vote je pense que c'était les dernières législatives, et c'est de l'arabe populaire. Et il est déjà utilisé de cette façon-là dans les médias alternatifs. Alors, si je devais parler de nous, on a une stratégie. Nous, on est né avec Maghreb Émergent, qui est un journal économique. L'économie en Algérie, c'est plutôt le français. Ensuite, on a fait Radio M sur des thématiques à la fois économiques et des thématiques
politique dans la langue que nos journalistes maîtrisaient et que moi-même je maîtrise. Ensuite, c'est une construction. Ensuite, on s'est dit qu'il fallait toucher un public plus large. Il n'y a aucune raison que le public arabophone populaire ne soit influencé que par Na et Chorouk, et on s'est mis à l'arabe. Ça passe par des émissions en arabe classique aussi, quand il s'agit de politique. Mais aujourd'hui, on a ajouté dans notre offre médiatique et dans notre grille Manage Secting, qui est une émission quotidienne, qui est une émission dans le langage et celui du public qui appelle au téléphone, celui qui parle. On a plus de mal avec les amazérophones parce que sur le plateau, il n'y a pas d'amazérophone. Il n'y a que Linda quand elle passe le dimanche et le mercredi pour sa chronique. Mais sinon, on va parier à cette défaillance. Mais sinon, en règle générale, nos interlocuteurs nous parlent d'argent. Et donc, c'est le public qui fait la langue d'usage. Mais est-ce que pour autant, en faisant cela, on a introduit une donne subversive majeure dans la problématique de la transition démocratique en Algérie? Je suis plus réservé. Moi, Nahar, qui donne la parole aux gens à l'intérieur du pays, et les gens interviennent dans la langue et dans la langue d'usage, et Chita se fait dans toutes les langues. Elle se fait aussi Btmazer. Voilà, donc évidemment, ce n'est pas majoritaire, mais ça se fait aussi pour cela. C'est pour ça que, évidemment, qu'il faut promouvoir les langues populaires, mais c'est surtout pour que le peuple ne soit pas écrasé par des élites savantes, entre guillemets, et qui puisse être à l'aise dans sa créativité et dans son expression, à la fois sociétale et politique. Mais il ne faut pas mettre sur ce projet-là plus d'ambition que ce qu'il peut emporter. Donc, je dois enchaîner avec… Oui, les questions. Bon, la question sur l'espace de liberté, comment gagner un espace de liberté au-delà des marches. La question sur les infiltrations de la police politique et les guerres idéologiques dans les médias francophones. Bon, les espaces, ça se gagne par la bataille politique, par la bataille des citoyens qui ne doivent pas renoncer à ce… Bon, on n'a rien gagné, on n'a absolument rien gagné depuis le 22 février. C'est incroyable, c'est incroyable. On n'avait pas le droit de… Moi, je me rappelle à Moatana, on avait demandé une autorisation pour tenir une conférence en octobre 2018, on ne l'a pas obtenue. Il n'est pas possible de tenir des réunions quand on est sur un agenda, de la contestation ou du Hirak. Il n'est pas possible. Bon, les médias, on aurait pu penser qu'on allait pouvoir en créer de nouveaux librement, machin. C'est plutôt la répression qui est en place. Comment faire en sorte pour qu'on en obtienne? C'est pratiquer, c'est les prendre, les libertés, c'est les exercer. C'est aller marcher dans la rue quand c'est tenir des réunions en dépit du fait que, bon, on n'aura pas des salles, mais il faut se battre pour les obtenir. C'est publier et continuer à publier et informer alors que ça devient dangereux. Mais c'est clair que le thème des libertés est un thème à part entière dans le Hirak aujourd'hui. Il parle de la liberté, la première des libertés, celle de circuler, d'exister, d'être libre de ses mouvements. Donc, je pense à toute la campagne pour libérer nos détenus du Hirak, qui est devenu un noyau, un axe. À la limite, aujourd'hui, il y a des gens qui disent, même s'il ne me reste aucun agenda politique du Hirak, présidentielle, constituante, je peux renoncer à tout, mais je ne peux pas laisser Belarbi, Karim Tabou, Khaled Darani, Brahim Al-Alami et les autres, Walid Kshida, Stef, etc. Je ne peux pas les laisser en prison. Je ne peux pas les laisser en prison. Et donc, je vais continuer à sortir. Et donc, les libertés, de ce point de vue-là, sont à la fois un combat défensif, mais aussi un socle sur lequel s'appuie la mobilisation populaire pour déployer son projet de changement et son projet de rupture. Parce qu'avec les libertés, d'ailleurs, ce n'est pas compliqué, je ne l'ai pas dit dans l'intervention, mais le point de vue dominant dans le système, c'est que la lecture à rebours, c'est que, en fait, le système n'aurait jamais dû lâcher quoi que ce soit après octobre 88. Il y a des officiers aujourd'hui de l'ANP qui pensent que Chadli a fait une erreur, qu'il n'aurait jamais dû faire son discours du 10 octobre et faire des ouvertures et autoriser les partis, et autoriser la presse, etc. etc. Et il a dit, quand on ouvre un peu, le processus, c'est qu'on est emporté. Et la preuve, c'est que le système Chadli allait être emporté. Ils disent, législative, il les a perdus, il aurait accepté d'un gouvernement
à majorité islamiste, il aurait eu des présidentielles une année après, et on aurait eu aussi un président islamiste. Et donc, il ne faut pas ouvrir cet engrenage. Et la réponse c'est on n'ouvre rien. Si on ouvre un peu, on est emporté. On ouvre, on ne lâche rien du tout. C'est ça le point de vue dominant. Et donc, le point de vue en face de Hirak, c'est de se battre pour qu'il y ait des ouvertures. Donc, c'est les libertés. Voilà. Les libertés vont mettre en route le processus de conquête, de nouvelles conquêtes de droits, etc., avec le processus institutionnel auquel nous pensons. La presse n'est plus contrôlée par le DRS comme elle l'était avant. Avant, le DRS était subtil, il était puissant, il a été démantelé, il a été beaucoup fragilisé et s'est reconstruit selon une architecture différente. Avant, il y avait des formes de partenariat entre la direction de presse de l'armée, dans le DRS, et les médias. Il y avait des médias dont on tolérait Kim Al-Watan, il était puissant par ses revenus publicitaires, etc. Le Khabar, le Liberté, parce qu'il avait un patron fortuné qui pouvait le soutenir. Et donc, il y avait des espaces. Nous, on était tolérés. Bon, on a dû considérer, il y a eu les débats. À un moment donné, on a fait être suspendu après la vidéo du général à la retraite Ben Hadid, qui a conduit à son arrestation en septembre 2015, suite au départ à la retraite du général Taufir. Mais on était dans une négociation subtile, au sens, moi, je n'ai jamais rencontré personne, mais entre qu'est-ce qu'on peut faire et jusqu'où on peut aller. Il y avait toujours cette négociation informelle qui faisait que Choukri Ammari dans le Watan, que Dilem dans Liberté, etc., étaient un peu ceux qui nous montraient les limites dans lesquelles on pouvait évoluer, nous avec le CPP, etc. Bien. La nouvelle manière d'agir aujourd'hui, c'est autre chose. La nouvelle manière d'aujourd'hui, c'est le chantage à l'arrestation. C'est Antar. Si tu viens à Antar, tu es convoqué à Antar. C'est ça. Khaled Rani a résisté à ça. Khaled Rani, ils l'ont convoqué 4 fois. Et à chaque interrogatoire, il lui disait, tu arrêtes de filmer le Hirak. Tu es une source, tu as 150 000 followers ou 130 000 sur Twitter, tu as je ne sais pas combien sur ta page Facebook, etc. Les gens savent que tu es une source crédible. On ne veut plus de toi tu ne couvres pas. C'était ça l'enjeu. Il n'y a pas. À un moment donné, on lui a proposé, bon, je vais trahir un secret, mais bon, c'est tellement risible, on lui a proposé la direction de la radio. Et il a dit oui, j'accepte, mais dans le prochain système démocratique, on créera une commission dans l'Assemblée nationale qui valide les propositions de ce type-là. Et évidemment, pour blaguer. Mais on est passé à autre chose. Aujourd'hui, bon, on a des échos. C'est des convocations, c'est des coups de fil, etc. C'est à la peur que fonctionne la presse. Et donc, il n'y a pas infiltration. Le mot infiltration, ça suppose qu'il y a des médias qui fonctionnent et puis il y a 2-3 journalistes qui sont l'œil de Moscou, de Antar ou de je sais quelle autre officine, etc. On n'est plus dans ça. C'est le directeur et le rédacteur en chef, téléphone, je veux plus de couverture du Hirak, il n'y a pas de couverture du Hirak. Et ainsi de suite. C'est comme ça. Je ne veux pas un mot de travers sur Tebboune, il n'y a pas un mot de travers sur Tebboune. Voilà, c'est triste à dire, mais c'est comme ça. Les luttes idéologiques de la presse francophone, ça, je n'ai pas très bien compris. Je pense que c'est une référence à certains articles qui sont sortis dans Al-Watan sur l'infiltration du Hirak par les islamistes, etc., qui ont un arrière-goût de ce qui se passait dans les années 80. Bon, en fait, on a le fait que le mouvement populaire se soit malheureusement arrêté dans sa forme publique des marches ouvre la porte à toutes les. Moi, je suis plus préoccupé, pas tant que ça, mais quand même, par l'offensive qui a été orchestrée et qui obéit un peu aux mêmes règles, avec cette idée qu'avec Khatar Mawgal, avec Ahmed Ben Saada, avec Bouhamidi, etc., dire il n'y a pas de Hirak, il y a des officiers à l'étranger qui ont déclenché quelque chose. Bon, ça c'est clairement, c'est tellement grossier que c'est clairement voilà, ça passe à l'APS. L'APS n'a jamais donné des dépêches qui font un entretien à quelqu'un qui dit ça. Voilà, c'est pour dire à quel point on a dévoyé les fonctions des. Évidemment, ça peut aussi prendre la forme de Hirak n'est plus ce qu'il était aussi. Et il y a des islamistes qui peuvent le manipuler. C'est devenu l'écho de Londres, entendre Rached, ou l'écho de Paris, ou l'écho de je ne sais quoi. Mais tout cela est possible quand même parce que le Hirak est à l'arrêt. Parce que si le Hirak revient, il reviendra avec de nouveaux mots d'ordre, ou les mêmes, et il reposera les questions
inévitable, inexorable de la rupture, de l'illégitimité de Abdelmadjid Tebboune, de la prédominance des militaires sur le système et le fait qu'on n'ait rien changé, qu'on est toujours dans le boutefliquisme, et à un moment ou à un autre, ça obligera, y compris les contradicteurs et les pourfendeurs du Hirak, de mettre à jour leur rhétorique et leur propagande. Merci. Donc, 3 dernières questions pour clôturer. Une de Ali. Donc, Ali, à toi la parole. Ok. Justement, par rapport à l'éventuelle poursuite du Hirak, et d'après ce que j'ai compris, c'est qu'on veut aller vers plus la représentativité ou les représentants ou du Hirak. Est-ce que ça, c'est justement pas ce que souhaiterait le pouvoir, parce qu'il aimerait plus avoir affaire à des représentants, entre guillemets, là, les leaders apparents du Hirak, que d'avoir à traiter ou avoir affaire aux milliers, pour ne pas dire des millions, qui sont dans le Hirak. Ça, c'est la première question. Justement, la démocratie, c'est le vivre ensemble. C'est de s'accepter mutuellement. Là. Donc, les gens qui briguent les spectres de l'islamisme, kabylisme ou je ne sais pas quoi, est-ce que ça, c'est une façon de se dire démocrate? L'apprentissage du Hirak, c'est sur le terrain, il a montré la possibilité à des gens différents de vivre ensemble. Donc, je pense que la base, elle montre les façons de faire à l'élite qui n'arrive pas à se faire émerger. Et quand je dis élite, ce n'est pas des élites autoproclamées, autodésignées. Les seuls qui peuvent se dire les représentants de peuples et des mouvements, je pense, c'est à la suite d'élections représentatives. Et là, je reviens au fondement de la base d'un processus constituant. Ceux qui peuvent représenter le peuple, parler au nom du peuple ou élaborer un texte fondamental, la Constitution, c'est des gens élus par ce peuple et non par désignés, autoproclamés, soit par le truchement des médias ou les réseaux sociaux, etc. Voilà, globalement. Maintenant, Tayyab. Est-ce que je préfère répondre question par question rapidement? Ok, alors il faudrait. Moi, je pense qu'il faut aller rapidement parce que ça tire à sa fin. Oui, puis qu'on a encore 2 autres questions. Donc, à vous, Hadi Hassan. Je vais essayer d'être rapide, oui, bien sûr. Ce que tu redoutes, Ali, c'est pas ce qu'il y a dans le pipe. Hein. Personne ne parle de représentants. En même temps, il y a une évolution de la perception dans le Hirak de ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que la phase où il fallait laisser l'expression populaire toute seule et générer sa façon de faire pression sur le système pour obtenir la rupture et le changement, cette perception-là, elle a évolué. Elle a évolué parce que on a construit une propagande pour dire que le Hirak n'avait aucune feuille de route, qu'il était négativiste, qu'il était juste dégagiste. Ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai, parce que dans les propositions des Hirak, il y a toujours eu, quand on dit il faut pas une présidentielle dans le cadre de la Constitution telle qu'elle existait, il y avait la proposition, mais il y avait ceux qui ont porté des propositions alternatives. Un aéropage pour une transition, etc. Une assemblée constituante, il y a eu des propositions, une conférence nationale, etc. Et donc, ce qui est en train de se préparer maintenant, c'est de définir un cadre pour une nouvelle feuille de route. Il faut juste noter qu'en 2020, il n'y a plus de propositions politiques émanant de ce qui peut ressembler au Hirak, comme il y en a eu en 2019. Il n'y en a plus. La feuille de route du système, elle est en train de se mettre en place. Par contre, la feuille de route de quelque chose qui serait lié au Hirak, pas l'émanation du Hirak, pas les représentants du Hirak, mais lié au Hirak, Makanj. La mise à jour Makanj. Et donc, c'est en fait de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Pour arriver, ce que tu évoques, les représentants, évidemment, c'est Sendor, c'est les urnes, donc c'est une assemblée constituante. Mais assemblée constituante, c'est une étape dans une feuille de route. Qui propose cette feuille de route? Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui la propose, si c'est celle-là. Et donc, ce pourquoi nous travaillons en ce moment, c'est une conférence nationale qui sort avec une feuille de route, qui dise voilà comment nous pensons
sortir de cette impasse-là. Et ça ne signifie pas que ceux qui auront participé à cette conférence nationale sont les représentants du Hirak. Par contre, il y a des figures qui sont devenues des leaders. Commandant Bourga, dans une conférence nationale, les détenus, si entre-temps ils ne sont pas sortis, Karim Tabou, Blarbi, Khaldrani et d'autres, Fersaoui qui est en train de récupérer de sa détention, etc. J'en oublie, mais le pouvoir a fabriqué des leaders. Quelque part, il les a légitimés. Donc, ils feront partie d'une position comme ça. Est-ce que c'est les représentants du Hirak? Non. Mais ils peuvent transformer, proposer, traduire en feuille de route consensuelle, ouverte à toutes les sensibilités, etc. Quelque chose qui n'est pas ce que veut faire le pouvoir. Et c'est ce qui nous manque. La formulation de quelque chose qui est autre chose que ce que veut faire le pouvoir. Ça va, j'ai été court. Oui, oui, c'était parfait. Taïeb. Oui, merci Amin. Bonjour à tous. Hassan, Ravi, moi j'ai deux questions. Une première question, au rythme où la situation évolue actuellement en Algérie, nous avons le Hirak d'un côté qui représente la forme radicale de jugement exprimé par la population et le pouvoir en place qui manœuvre et œuvre pour son maintien. Est-ce que à ce rythme, n'allons pas arriver à un point nécessitant médiation, par exemple, dans le cas algérien, je fais un parallèle avec la Tunisie, et dans ce cas où ça nécessitera médiation, quelle sera selon vous la partie ou bien les parties qui sont susceptibles de jouer ce rôle? Deuxième question, peut-être beaucoup de monde par rapport à l'ex-président déchu. Selon vous, où se trouve l'ex-président déchu Abdelaziz Bouteflika et comment se fait-il qu'à l'heure actuelle, il n'a jamais été cité dans aucune procédure judiciaire? Merci. Alors, médiation, moi je m'attendais à ce que vous citiez plutôt le cas du Soudan, parce que c'est le Soudan qui est le plus parallèle au Hirak et à ce qui s'est passé en Algérie, et qui a nécessité une médiation, mais qui, elle, en l'occurrence, a été une médiation extérieure. On ne le souhaite pas pour l'Algérie. En Tunisie, les médiations étaient des passerelles, des passerelles produites par le mouvement. Enfin, la révolution tunisienne n'a pas eu le temps n'a pas été aussi large, aussi profonde, aussi massive que ce qui se passe en Algérie depuis le 22 février. Mais on peut effectivement se poser la question de voir qu'à un moment donné, on puisse avoir besoin de cette médiation. Karim Younes était supposé jouer ce rôle-là. Karim Younes nous a posé un problème parce qu'il avait tenté de recruter des figures qui faisaient partie de notre collectif à son panel. Et s'il avait été sur une feuille de route réellement de dialogue et de conciliation, je pense qu'on aurait été peut-être un peu divisé sur la démarche à bas. Donc, c'est un moment qui a été raté puisqu'il a renoncé à tenir promesse, puisqu'il avait promis de ne pas commencer à travailler tant que les conditions préalables Théourou n'étaient pas remplies. On peut les rappeler, ces conditions-là, c'était de rétablir les libertés et de libérer les détenus. Et ça n'a pas été fait et il s'est mis à travailler quand même. Donc, à partir de ce moment-là, la conciliation ne pouvait plus être une conciliation. Et évidemment, quand Gaïd Salah lui a intimé l'ordre de finir son travail et intimé l'ordre d'Abdel Salah de convoquer le corps électoral le 15 septembre, ça s'est fait et il n'y a pas eu un pas de travers. Donc, je pense qu'on a déjà raté une première possibilité de conciliation. Est-ce qu'il y en aura une deuxième plus tard? Je pense qu'il y a moins de possibilités pour cela parce que le pouvoir pense qu'il n'en a plus besoin. La conférence de presse de Tebboune, pour la première fois, et le mot Hirak n'a pas été évoqué, pas une seule fois. Donc, dans sa tête, c'est pour ça que j'ai dit son processus n'est pas viable. Il pense pouvoir faire disparaître dans le gaz un mouvement populaire aussi important et donc ne pas avoir besoin de conciliation. Mais en tant que concept, l'idée est féconde, est intéressante et on pourrait avoir à nouveau besoin d'une conciliation dont on espérera qu'elle reste nationale et interne au pays et non pas comme au Soudan, une conciliation qui vient de l'extérieur. On rappelle que c'est les pays du Khalij qui ont intercédé entre l'opposition et le pouvoir militaire à Khartoum. Bouteflika n'est plus un enjeu
Bouteflika n'est plus un enjeu, son état de santé étant ce qu'il est. Je pense qu'il n'aurait rien apporté de plus dans une procédure judiciaire qu'il aurait entendu. Parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez des images de sa démission en Blabaya Beta au Conseil constitutionnel. Bon, je pense que le système a considéré que, et c'est bien pour lui, pour s'en sortir, considéré qu'il y a eu usurpation de fonction, que Saïd a usurpé la fonction de Abdelaziz, et que donc en embastillant Saïd et en le poursuivant, en fait, on est en train de juger le président qui, lui, est dans une situation d'impotence. Voilà. Et bon, maintenant, à titre humanitaire, il est toujours à Zeralda. On peut se poser la question pourquoi, parce que c'est un bien de la présidence. Ça, par contre, effectivement, ça appartiendrait à l'opinion dans un pays démocratique de juger s'il faut lui laisser continuer à utiliser les moyens d'État. Demain, s'il devait décéder, la question aussi se poserait de savoir quel type de funérailles il faudrait lui offrir. Mais aujourd'hui, en Algérie, il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent. Par contre, il y a des questionnements sur est-ce que réellement Sellal ou Yahya sont en prison. Voilà. Les gens, l'opinion, par contre, se pose des questions. Est-ce que réellement ils sont en prison? Est-ce que c'est pas une mise en scène? Est-ce qu'ils ne sont pas plutôt chez eux en résidence surveillée? Et tout ça. Les gens ne croient pas. Tout le monde ne croit pas au fait que le système se soit autoproduit, auto-réprimé et qu'il se soit séparé d'une partie de ses branches pourries pour pouvoir continuer à exister. Donc, une question finale pour Marion Belhad, mais juste avant, il y a un internaute qui veut poser une question, qui nous a même fait le sondage à la censure. Donc, Snip Liberta veut savoir pourquoi vous n'invitez pas Zitot à Radio 1. Donc, Rachad passionne la toile. Maintenant, la question de Marion Belhad. Enfin, je suis désolée, mais je n'ai pas levé la main, Amine. Ah, ok. Donc, on finira sur cette question-là. Alors, moi, il m'est arrivé déjà de répondre sur les chats de YouTube, je crois que c'était sur le Café Presse Politique, pour dire aux gens de Rached que, bon, d'abord, il est à Londres. On ne peut pas l'inviter, il est à Londres. On n'a pas de bureau à Londres. On pourrait le faire parler. Avec la solution téléphone ou la solution image, mais il serait plus correct de faire parler des militants de Rached qui sont dans le mouvement en Algérie. Voilà. Et moi, on peut retrouver mon commentaire. J'ai invité les gens de Rached de nous proposer des personnes qui parlent en leur nom, qui sont en Algérie et qui militent en Algérie et qui sont dans le Hirak, tout simplement. Il n'y a pas de censure, il n'y a pas d'exclusion. Moi, tant que Rached est favorable à un mouvement pour la démocratie, l'ouverture, l'État, les libertés, l'État de droit, et qui n'est pas pour la violence, etc., il a évidemment toute sa place dans le processus de changement, et y compris dans l'expression médiatique. Il n'y a pas de problème. Je souligne par ailleurs que nous avons des échanges cordiaux entre Radio M et le Magharibiya, aujourd'hui Ores TV, qui est réputé être proche de Rached. Et le problème, c'est juste des interlocuteurs présents en Algérie, c'est-à-dire tout simplement. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour toutes ces réponses. Et merci pour nous avoir éclairé sur la situation des médias et la situation politique en général en Algérie. Donc, notre prochaine conférence va avoir lieu le 27 juin. Nous avons invité Rachid Ouaissa, professeur de sciences politiques à l'Université de Marbourg. Donc, pour tous ceux qui suivent notre page, on va vous donner plus d'informations ultérieurement. Donc, merci. Merci, félicitations pour ce que vous faites. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'était un vrai plaisir. Atekum saha. Atek saha. Allah khair.